Aujourd'hui Jean-Paul Vyss pour un ouvrage qui s'appelle Ces voix des Hauts-de-France, les quotidiens du Nord et du Pas-de-Calais et de la Picardie depuis la Libération, édité par la Société des Amis de Pannekoek. Jean-Paul Vyss est auteur, chercheur, historien, universitaire, journaliste, avec notamment une belle carrière dans les années 80-2000 à La Voix du Nord, auteur de nombreux ouvrages déjà sur la presse nordiste des origines en nos jours, des ouvrages qui font référence. Cette fois-ci, il s'agit Ces voix des Hauts-de-France, réunissant à la fois le Nord-Pas-de-Calais et le Picardie, édité par la Société des Amis de Pannekoek. Première question peut-être, Jean-Paul, la Société des Amis de Pannekoek, c'est quoi et qui est Pannekoek ? Alors Pannekoek est un libraire qui, le premier, a créé un périodique dans le Nord en 1746. Ses descendants vont être célèbres notamment pour avoir participé à l'édition de l'encyclopédie. Lui, ce premier hebdomadaire ne sera pas une réussite, il l'arrêtera rapidement. Son fils en fera un second et cet hebdomadaire paraîtra un peu plus longtemps, mais ce ne sera pas non plus une réussite. Et là, à partir de là, bien les Pannekoek vont quitter l'île et pour Paris. Et donc les descendants, eux, connaîtront une carrière plus prestigieuse, si j'ose dire. La société de Pannekoek regroupe depuis 2003 donc un certain nombre de gens qui sont intéressés par l'histoire de la presse. Au départ, c'était simplement dans le Nord-Pas-de-Calais. On avait vraiment délimité notre zone de travail. Alors, les gens qui adhèrent à cette société sont à la fois des journalistes, des bibliothécaires, des documentalistes, voire aussi parfois quelques universitaires. J'ai eu par exemple mon directeur de thèse, qui pendant longtemps qui était un homme très connu pour l'histoire de la presse, qui s'appelait Pierre Albert, le nom vous dira peut-être quelque chose, qui a fait partie de cette société donc des Amis de Pannekoek. Pendant plusieurs années, pendant 10 ans, la Société des Amis de Pannekoek a publié une revue qui s'appelait L'Abeille. L'Abeille, pourquoi ? Parce que c'était effectivement le nom de l'hebdomadaire de Pannekoek. Cette revue paraissait 3 fois par mois, donc elle publiait un nombre d'études sur des journaux, sur des journalistes de la région. Cette revue a été arrêtée faute non pas de lecteurs, je dirais. On a toujours eu à peu près 80 à 100 adhérents qui étaient donc les lecteurs ou acheteurs de cette revue. Et malheureusement, on l'a arrêté parce que on manquait de bonne volonté pour la réaliser, non pas au niveau encore une fois du contenu, mais au niveau au niveau technique. La société a continué à travailler. On a fait paraître un certain nombre d'autres ouvrages. Hervé l'a signalé. Et donc le dernier ouvrage que cette société a fait paraître, c'est donc Ces voix des Hauts-de-France, donc qui est paru ici en septembre 2021. Alors l'ouvrage se concentre sur les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération. Ce qui frappe d'entrée, c'est à la Libération l'extrême diversité, l'extrême variété des quotidiens à cette époque-là. Et puis aussi ensuite des quotidiens nés dans les années qui ont suivi la Libération. Juste pour exprimer cette diversité, je fais la liste un petit peu des ouvrages présents dans l'ouvrage de Jean-Paul Vyss, uniquement par rapport au Nord-Pas-de-Calais dans un premier temps, on évoquera la Picardie ensuite, la Croix du Nord, l'Écho de Calais et du Pas-de-Calais, le Journal du Pas-de-Calais et de la Somme, Liberté, la Liberté du Pas-de-Calais, Libre Artois, le Matin du Nord-Pas-de-Calais,
une spécificité avec Narodowiec, qui est en polonais, à destination de la communauté polonaise très présente dans le bassin minier, Nord Éclair, le Nord Libre, Nord Littoral, Nord Matin, Nord Soir, le Nouveau Nord, le Patriote, Télégramme du Nord, Artois, Picardie, Flandre et la Voix du Nord. Comment expliquer cette extraordinaire diversité, Jean-Paul? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'à la Libération, on a affaire à une presse nouvelle. Après la Libération, tous les journaux qui avaient continué à paraître durant l'occupation sont interdits et sont autorisés les journaux qui ont déjà paru clandestinement pendant l'occupation, les journaux qui représentent des mouvements de résistance et les journaux qui représentent les partis politiques qui ne se sont pas pourvoyés aussi avec l'occupant. Ce qui fait qu'on verra très peu de journaux vraiment marqués à droite à la Libération, parce que la droite, effectivement, elle s'est fourvoyée pendant l'occupation. Et puis, on pourrait remonter aussi un peu en arrière. C'est-à-dire que bien avant la Libération, il y avait un foisonnement de quotidiens dans le Nord-Pas-de-Calais notamment. Vous aviez pratiquement 6 quotidiens à Lille, déjà avant l'occupation. Donc il y a une tradition. Ensuite, il faut reconnaître que la presse écrite reste le seul moyen pratiquement d'information, et en particulier les quotidiens. Ces quotidiens qui d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, vont prendre le pas sur les petits hebdomadaires. À la fin du XIXe siècle, vous avez énormément de petits hebdomadaires. Chaque chef-lieu d'arrondissement a plusieurs journaux, voire parfois quotidiens. Si on prend Dunkerque, il y a plusieurs quotidiens. Si on prend Calais, il y a plusieurs quotidiens. C'est donc journaux régionaux, grâce notamment au développement du chemin de fer, qui va leur permettre d'aller partout dans la région, eh bien, vont prendre le pas sur ces hebdomadaires qui, eux, vont connaître, je dirais, un coup de grâce, c'est peut-être beaucoup dire, mais qui vont décliner avec la guerre 14, parce qu'un certain nombre qui se seront arrêtés pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ne paraîtront plus après ce qu'on appelle la délivrance à l'époque. Mais il en reste quand même un certain nombre. Ces hebdomadaires ont là affaire maintenant à forte partie avec des quotidiens qui bien sûr viennent sur leur territoire, des quotidiens qui ont beaucoup plus de moyens qu'eux, qui sont capables de faire de l'information nationale et de l'information de plus en plus de proximité, ce qui était l'apanage surtout de ces hebdomadaires. Donc il y a déjà une tradition pluraliste de la presse avant la Libération. À la Libération, il y a une soif d'information énorme de la part du public, et que cette information, elle soit la plus variée possible. Ce qui justifie d'ailleurs le titre « Ces voix des Hauts-de-France », c'est-à-dire, il y a un petit clin d'œil au journal, je dirais, dominant dans la région, mais « Ces voix des Hauts-de-France », ça veut dire que vous avez des voix, une voix gaulliste, vous avez une voix démocrate chrétien, vous avez une voix socialiste, vous avez une voix communiste, et même plusieurs voix communistes, plusieurs voix socialistes, puisque vous allez avoir effectivement Liberté, qui lui est le journal du Parti communiste, mais vous allez aussi avoir Nord Libre, qui est un journal de sensibilité communiste. Nord Matin, journal du Parti socialiste, mais aussi vous allez avoir Nord Soir, qui est un journal de sensibilité socialiste. Il y a un lieu qui représente un peu un lieu symbolique, un lieu de pouvoir, qui est l'immeuble de la Grand Place de Lille, l'immeuble bien connu, aujourd'hui celui de la Voie du Nord. Déjà, juste avant la guerre, le Grand Écho du Nord, au travers de cet immeuble, qui est construit à partir des années 30, le journal met en scène la construction de son immeuble, l'expression un peu d'une véritable puissance. L'Écho collabore,
tente une certaine légitimité en faisant paraître un numéro, le véritable Écho du Nord. Les journaux clandestins sont installés dans les locaux, dans les anciens locaux de l'Écho du Nord. Quels sont ces multiples quotidiens qui sont installés dans cet immeuble? Parce que à l'époque, la Voix du Nord, contrairement peut-être à l'image qu'on a aujourd'hui, n'est pas toute la résistance, n'est pas tous les journaux clandestins, ils sont nombreux à être installés dans cet immeuble. Oui, donc il était prévu, il y a un certain nombre d'ordonnances qui sont prises à partir de mai 1944, notamment la première ordonnance, c'est celle du 6 mai 1944, qui prévoit que la liberté de la presse serait rétablie dès le retour de la légitimité républicaine, sauf à demander une autorisation préalable. C'est-à-dire que la liberté de la presse est rétablie, mais il faut demander une autorisation préalable pour pouvoir publier un journal. Et ça va durer pratiquement jusqu'en 1947. Tous les journaux qui vont se créer jusqu'à cette époque, à peu près, il faudra obtenir une autorisation préalable du ministère de l'Information. Donc, dans cet immeuble, je reviens plutôt aux ordonnances, il est prévu ensuite, le 22 juin 1944, que les journaux qui ont continué à paraître, alors à partir d'une certaine date, juin 40, ça va être le 25 juin 40 pour la zone nord, tous ces journaux qui ont continué à paraître après le 25 juin 1944 seront suspendus. Au départ, c'est suspendu. Que leurs biens seront mis à la disposition des journaux qui seront autorisés à paraître après l'occupation. Donc, tout le cadre est fixé. Et à partir de ce cadre, vous allez avoir le comité départemental de la libération et le délégué régional à l'information qui vont, en présence des mouvements de résistance, des partis politiques, décider de la distribution des biens de presse. C'est ainsi que l'immeuble du Grand Écho, qui est effectivement le journal le plus important de la région, qui est le 2e ou 3e journal régional au moment de l'occupation, avec 330 000 exemplaires. C'est quand même important. Donc les locaux du Grand Écho seront dévolus d'une part à la Voix du Nord, au mouvement Voix du Nord, d'autre part au journal du Parti communiste, sachant que l'Enchaîné, qui était le journal du Parti communiste, a continué à paraître clandestinement pendant l'occupation. Simplement, le parti décidera de changer de titre, de l'Enchaîné, on passera à Liberté, parce que je pense aussi que Liberté, c'était, si vous voulez, effectivement le symbole de ce qui se passait en 1944. Viendra ensuite s'ajouter Nord Libre, qui est le journal du Front National. Alors le Front National, c'est pas le Front National qu'on a connu ces dernières années. C'est un mouvement de résistance, de sensibilité, je dirais, communisante, d'accord ? Nord Matin, le Réveil du Nord, qui est le journal du Parti socialiste, qui a continué lui aussi à paraître durant l'occupation. Ces locaux seront occupés par Nord Matin, journal du Parti socialiste, qui a eu bien du mal à obtenir une autorisation. On pourra y revenir si on veut. Et aussi par Nord Soir qui ne paraîtra lui qu'à partir de la mi-octobre 1944. Les locaux du journal de Roubaix seront occupés par Nord-Éclair. Les résistants d'inspiration chrétienne, le RIC comme on l'a appelé, le RIC avait réclamé ces locaux, sachant que Nord-Éclair, que le journal de Roubaix était un journal déjà de sensibilité chrétienne. La Croix du Nord, le cas de la Croix du Nord est spécial. La Croix du Nord n'a pas paru pendant l'occupation. Pourtant, la Croix du Nord n'a pas obtenu l'autorisation de paraître au 5 septembre 1944. La Croix du Nord ne paraîtra qu'une journée après, le 6 septembre 1944. Pourquoi ? Parce que le commissaire, à l'époque, jusqu'à la fin de septembre 1944, les journaux dépendent directement du commissaire de la République.
À partir d'octobre 1944, ils dépendront du ministère de l'Information. Et ça, c'est important parce que le commissaire de la République avait quand même extraordinaires. Donc, le commissaire de la République, Francis Closon, va demander effectivement qu'on se renseigne sur la Croix du Nord. Est-ce que la Croix du Nord n'a pas tenté, elle aussi, de demander une autorisation aux Allemands pour paraître, sachant que la Croix du Nord, si vous voulez, avait fait partie de ce qu'on a appelé les 5 journaux qui avaient publié un bulletin durant les événements de mai 1940. Bon, il semblerait que la Croix du Nord n'ait pas tenté de faire reparaître un quotidien pendant l'occupation. Donc la Croix du Nord est autorisée à partir de ce moment-là. Le dernier journal à Lille même qui paraîtra sera donc le Nord-Soir, qui lui ne paraîtra qu'à partir de la mi-octobre 1944 et qui sera, comme je l'ai dit, installé dans les locaux de Nord-Matin. Même chose, on peut prendre le cas de Calais, on peut prendre le cas de Dunkerque ou de Boulogne. Ces journaux s'installeront et les nouveaux journaux s'installeront effectivement dans les locaux des anciens quotidiens, de ceux qui ont paru pendant l'occupation. Comment expliquer ensuite que la Voix du Nord s'installe complètement dans les locaux de l'immeuble de la Grand Place, que les autres journaux ensuite trouvent leur propre siège. Comment expliquer ça? Comment les choses se sont-elles passées? Alors, je reviens un peu sur ce que je disais. Donc, il est prévu que les locaux des journaux qui ont paru pendant l'occupation seraient dévolus aux nouveaux journaux. Ces journaux sont d'abord administrés par des administrateurs provisoires. Ensuite, ils sont dévolus aux domaines, c'est les domaines qui les administrent. Et ce qui est assez amusant, c'est quand même que le responsable, l'administrateur des journaux dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sera Jacques Talpart, ancien de l'Écho du Nord, qui ensuite sera directeur administratif à la Voix du Nord. Bon, ça c'est simplement une parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc les journaux en 1944, on nomme un certain nombre d'administrateurs provisoires. Ça c'est une situation donc provisoire. Ensuite, ces journaux sont dévolus aux domaines, c'est-à-dire que ce sont les domaines, l'État directement, qui les administre, toujours par l'intermédiaire en général des administrateurs puisque Jacques Talpart va passer allègrement, donc d'administrateur provisoire à administrateur lorsque les domaines prendront en charge ces journaux. Et en 1946, on crée ce qu'on appelle la Société nationale des entreprises de presse. La Société nationale des entreprises de presse, qui est dirigée par un député de l'Aisne, Pierre Bloch, un député socialiste de l'Aisne, Pierre Bloch, qui est installé aux Champs-Élysées dans des locaux qui appartenaient autrefois au Grand Écho, qui appartenaient donc au Grand Écho. Cette Société nationale des entreprises de presse doit donc gérer les biens de presse jusqu'au moment où on aura où on aura voté un statut pour la presse. Sauf qu'on ne votera, il y aura toujours les fameuses ordonnances qui existent, celles dont j'en ai évoqué 3, mais il y en aura d'autres par la suite. Il y aura toujours ces fameuses ordonnances qui vont, et il y en aura d'autres par la suite, comme je le dis, mais il n'y aura jamais de statut de la presse qui sera définitivement voté. En 1954, on va voter une loi qui s'appelle la loi de Moustier, qui est du nom de son initiateur, qui était, je crois, baron de Moustier, qui était aussi directeur d'un journal dans l'Est. Et cette loi prévoit que les journaux pourront donc devenir acquéreurs des biens de presse qu'ils occupent.
Ce qui nous intéresse, nous, c'est le cas, effectivement, des locaux du Grand Écho. Le Grand Écho, vous avez encore, en 1954, vous avez encore 2 journaux qui sont là. Vous avez donc La Voix du Nord et vous avez Liberté, puisque Nord Libre, lui, disparaîtra à la fin 49, je crois. Hein. Donc vous avez 2 journaux. La loi a prévu ce cas. La loi a prévu que s'il y avait plusieurs occupants, c'est le journal qui a le plus gros tirage qui pourra en priorité devenir acquéreur des locaux qu'il occupe. Et c'est comme ça que La Voix du Nord va donc occuper les locaux du Grand Écho et que Liberté va partir à Fives. Alors le départ, il ne se fait pas non plus de façon facile, hein, si j'ose dire. Liberté n'a pas trop envie, enfin, je ne pense pas que ce soit les gens de Liberté, mais disons que le Parti communiste, notamment à Paris, on n'a pas trop envie que Liberté quitte la Grand Place sur diverses raisons. Un cas spécifique peut-être, parlons peut-être du littoral, où il y a une vitalité extrêmement très forte, tant à Calais qu'à Boulogne. Comment expliquer un petit peu cette vitalité également sur le littoral? Et bien le titre d'ailleurs qui m'a un petit peu interpellé, c'est Journal du Pas-de-Calais et de la Somme. Est-ce que dans ce titre, il y a déjà peut-être une idée des Hauts-de-France? Je ne sais pas si il y a l'idée des Hauts-de-France, mais là aussi, si vous voulez, il faut parler de l'héritage pour justifier le titre Journal du Pas-de-Calais et de la Somme. Le Journal du Pas-de-Calais et de la Somme va occuper les locaux du Télégramme du Pas-de-Calais, qui à un certain moment s'est appelé Télégramme du Pas-de-Calais de la Somme, et qui a même tenté de venir dans le Nord. Après la Première Guerre mondiale, vous allez avoir un Télégramme du Nord ici à Lille. Il va durer 4 à 5 ans, et puis il va se replier sur sa zone qui est le Pas-de-Calais. Donc je pense que l'idée, effectivement, est de reprendre l'ancien territoire occupé par le Télégramme du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. D'autant que, là aussi, parmi les gens qui vont diriger le Télégramme, même si ce sont de nouveaux dirigeants, vous allez retrouver quand même un certain nombre de personnes qui étaient, par exemple, directeurs des ventes ou autres, qui étaient déjà en fonction dans le Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme. Alors, la vitalité des journaux dans les zones littorales, elle se comprend, je crois, assez facilement. On a affaire à des villes qui ont des caractères bien particuliers et qui, surtout, se méfient beaucoup de ce qui peut venir de Lille, hein, encore une fois. Donc, on tient, quand on est dunkerquois, on tient à ces spécificités dunkerquoises et on veut avoir son journal. D'autant que, là aussi, hein, le Nouveau Nord, qui va être le nouveau journal de Dunkerque, eh bien, est dirigé et créé par l'ancien directeur du Nord Maritime. Alors, ce directeur a refusé d'écrire pendant la guerre. Le Nord Maritime va continuer à apparaître. C'est un journaliste qui va reprendre l'initiative de lancer le Nouveau Nord. Après, ça va être un peu plus compliqué, mais de lancer le Nord Maritime. Ce Nord Maritime va continuer donc à apparaître pendant l'occupation. À la Libération, il est donc interdit, et c'est donc Louis Burnol, qui était le directeur du Nord Maritime, qui va demander l'autorisation alors que Dunkerque est encore occupé par les Allemands. Je vous rappelle que Dunkerque sera l'une des dernières villes libérées de France, après la signature de l'armistice à Berlin, hein, le 9 mai 1945. Hein, et dès février 1945, Louis Burnod va obtenir l'autorisation de faire paraître un journal à destination des Dunkerquois. À destination des Dunkerquois, ça ne veut pas dire aux gens qui étaient encore à Dunkerque, puisque la plupart de ces gens avaient été évacués, chassés par les Allemands à plusieurs reprises. Donc, Louis Burnod il obtient l'autorisation de faire paraître un hebdomadaire à destination des Dunkerquois de la diaspora dunkerquoise, c'est-à-dire des gens qui sont
un peu plus loin que Dunkerque, qui sont à Cassel, qui sont à Lille, et même dans d'autres départements. Et comme là aussi, on vit chichement hein, à la Libération, c'est très difficile. Donc il va demander aux gens qui réussissent à avoir cet hebdomadaire de bien l'afficher dans des lieux publics pour qu'ils sachent effectivement ce qui se passe à Dunkerque. Lui-même et sa rédaction ne sont pas installés à Dunkerque, ils sont installés à Cassel. Et il dit pratiquement que de Cassel, de son bureau, qui est une toute petite pièce. Il le décrit, je le donne je donne cette description dans l'ouvrage, où il n'y a rien du tout, pratiquement. Il n'a pas un livre, il n'a rien du tout pour chercher une information quelconque. Mais il dit, de Cassel, de temps en temps, je peux apercevoir Dunkerque. Et c'est ça qui le fait. Et alors, il a demandé, effectivement, dès la libération de Dunkerque, de la périodicité quotidienne. Mais cette périodicité quotidienne, il va lui falloir un certain temps pour l'obtenir. Il ne l'obtiendra qu'en juin 1947. Parce que, dit-il... C'est quoi le nom de l'hebdo qui devient quotidien après la publication pour laquelle il a réussi à avoir l'autorisation. Le Nouveau Nord Maritime. Le Nouveau Nord Maritime. Qui prend la suite, donc, du Nord Maritime. Et après, on l'appellera plus pratiquement que le Nouveau Nord, mais bon, c'était effectivement le nom complet, c'était le Nouveau Nord Maritime. Mais donc, il n'obtiendra l'autorisation d'avoir la périodicité quotidienne qu'en juin 1947. Pourquoi, dit-il? Parce que derrière, il y a effectivement les gens de l'ancien Nord Maritime qui voudraient faire reparaître eux aussi leur quotidien. Et il accuse notamment le fameux baron Amaury de Lagrange. Tout le monde connaît à peu près l'école de pilotage Amaury de Lagrange à Merville. Donc il accuse le baron Amaury de Lagrange en sous-main d'agir pour l'empêcher d'avoir une périodicité, parce que effectivement, il semblerait, j'ai retrouvé dans les archives des documents qui montrent qu'Amaury de Lagrange avait bien l'intention de faire paraître un quotidien, mais bon, il abandonnera au bout d'un certain temps, parce que le Nouveau Nord Maritime est pratiquement entré dans les mœurs parmi les Dunkerquois, quoi. Dans cet ensemble, il y a un journal qui fait un peu figure de manière très décalée, c'est Narodowiecz, en polonais, à destination de la communauté polonaise du bassin minier, et qui aura des tirages assez extraordinaires également. Et alors, Narodowiecz est aussi un journal qui est plus ancien que la Libération. Narodowiecz a été créé au moment de l'émigration des Polonais qui étaient installés en Westphalie notamment, et qui viennent dans le bassin minier du Pas-de-Calais dans les années 20. Il va suivre cette immigration. C'est un journal qui avait été créé donc en Allemagne au début du siècle, qui avait eu maille à partir avec les Allemands à l'époque, qui est très francophile, et donc il profite de cette immigration pour s'installer à Lens. Il paraît normalement jusqu'en mai 40. En mai 40, son propriétaire donc arrête la publication. Il suit le gouvernement polonais provisoire en exil en France et puis ensuite en Angleterre. Il reviendra à la fin 1944 en France et donc là relancera Narodowiecz. Ce journal, c'est le journal de la communauté polonaise ici dans le Pas-de-Calais, mais aussi dans le Nord, et aussi il est diffusé aussi dans toute la France pratiquement, et un peu en Belgique. Et il a, dans les années 44-45, il a 50 000 exemplaires. Donc on parle essentiellement de ce qui se passe en Pologne, on parle essentiellement de la communauté polonaise, et cette communauté polonaise, elle a encore un sentiment d'appartenance à cette communauté. Malheureusement pour elle, ça va disparaître avec les générations qui vont se succéder, parce que les Polonais vont être vite intégrés, si j'ose dire, après la guerre. Il n'y a plus d'école polonaise pratiquement après la guerre, peu de temps après la guerre, elles vont être supprimées. Donc on va aller à l'école publique, en général, sont quand même très, très croyants, donc, mais école
française, si j'ose dire, pas en langue polonaise. Donc ça va faciliter l'intégration. Ensuite, eh bien, on va sortir un peu de sa zone d'habitat. Pour se mélanger avec les Français, on va avoir des mariages mixtes et peu à peu, si vous voulez, eh bien, les Polonais vont se détacher, les jeunes Polonais vont se détacher de Narodowiec. D'autant que Narodowiec ne se renouvelle pas, je veux dire, comme journal, par rapport aux journaux français qui, eux, vont quand même suivre effectivement la mode, les mœurs françaises, l'actualité politique française. Narodowiec n'évolue pas beaucoup. C'est un journal qui va être sur 8 pages, et il sera toujours sur 8 pages avec la même présentation jusque pratiquement les années 89. Ce journal fait très peu d'éditions bilingues, par exemple. Et gros défaut, c'est que la langue polonaise a beaucoup évolué en plus. Et cette langue polonaise, eh bien, pour Narodowiec, celle de Narodowiec, elle est restée désuète par rapport au polonais qui est pratiqué en Pologne. Ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes polonais qui avaient encore des notions de polonais, qui lisaient de temps en temps Narodowiec parce qu'il était peut-être chez les papa-maman ou qu'il était chez les grands-parents, eh bien lorsqu'ils se retrouvent en Pologne, ils s'aperçoivent qu'ils ont des difficultés à parler couramment parce que leur polonais, c'est le polonais de Narodowiec. Donc ce journal va décliner. Il va rester, je dirais, assez répandu jusqu'à la mort de son fondateur dans les années 60. Il est repris ensuite par le fils du fondateur, qui est aussi quelqu'un de très cultivé, qui publie un certain nombre d'ouvrages. Narodowiec va croire pouvoir se relancer avec l'arrivée notamment de Jean-Paul II, mais il est beaucoup trop tard parce qu'il y a déjà un certain nombre de revues qui ne sont plus des revues éditées dans le Nord-Pas-de-Calais, mais qui sont éditées à Paris, qui sont beaucoup plus modernes, qui ont pris le dessus chez les gens qui veulent cultiver, si vous voulez, les racines qui leur restent, quoi. Donc en 1989, eh bien, Narodowiec va arrêter. Il arrêtera aussi bien l'apparition du journal que l'imprimerie de la Beurre qui était à côté, installée rue Émile Zola à Lens. Très bien. On a beaucoup parlé jusqu'ici du Nord-Pas-de-Calais. Au niveau de la Picardie, je cite les titres évoqués dans l'ouvrage: L'Aisne Nouvelle, Le Courrier Picard, L'Écho de la Somme, France Picardie, L'Oise Libérée, L'Oise Matin, La Picardie Nouvelle, Planète Amiens, La Voix de l'Aisne. Est-ce que la situation en Picardie ressemble à celle qui est dans le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce qu'on peut faire des passerelles, des comparaisons? Non, je pense que les situations sont tout à fait différentes. Parce que d'abord, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a affaire à une région industrielle. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'industrie en Picardie. Il y a des zones, effectivement, où l'industrie est développée. Mais disons que sur le Nord-Pas-de-Calais, cette industrie, elle est développée à peu près partout. On a affaire aussi à une région où il y a énormément de villes moyennes, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Picardie, qui est quand même plus... Je mets un peu de côté la Picardie qui est tournée vers Paris, parce que vous avez une Picardie qui est tournée vers Paris. Je pense que parler à quelqu'un, même encore actuellement, quelqu'un qui habite Château-Thierry des Hauts-de-France, il est plus tourné vers Paris. Quelqu'un qui habite Creil ou qui habite Chantilly, je pense qu'il est aussi plus tourné vers Paris. Tous les jours, il prend le train. Pas tous, mais un certain nombre d'habitants prennent le train pour aller travailler à Paris ou dans la banlieue parisienne. Donc la Picardie a une situation tout à fait différente, sociologique, qui est tout à fait différente. Ensuite, il n'y avait pas en Picardie autant de journaux, de quotidiens que dans le Nord-Pas-de-Calais. À Amiens, qui est moins peuplé que Lille, qui n'est pas dans une zone urbaine aussi dense que Lille, vous n'aviez avant la guerre que 2 quotidiens.
hein. Vous aviez un quotidien de droite et un quotidien radical, Le Progrès de la Somme. Hein. Et dans l'Aisne, eh bien, vous n'aviez plus de quotidien avant l'occupation. Donc la situation est tout à fait différente. La population est aussi tout à fait différente, elle est beaucoup moins dense que dans le Nord-Pas-de-Calais. Quels sont les journaux de différentes sensibilités en Picardie qui hébergent la Libération? Alors, la situation, elle est un peu compliquée en Picardie. Je dirais d'abord, surtout à Amiens. Hein, à Amiens, donc, vous aviez deux journaux, hein, dont le principal était Le Progrès de la Somme. Ce Progrès de la Somme va être occupé donc par un journal qui s'appelle La Picardie Nouvelle. Dès la libération d'Amiens, on occupe les locaux du Progrès de la Somme et on fait paraître le Picardie Nouvelle. Picardie Nouvelle, c'est d'abord une grande affiche. Une affiche qu'on va placarder sur les murs d'Amiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'électricité au Progrès de la Somme. On ne peut pas faire marcher les machines. On est obligé d'utiliser une machine à bras. Donc on n'est pas capable de faire même 500 exemplaires de la Picardie Nouvelle. Donc pendant au moins une semaine, on va placarder sur les murs d'Amiens une grande affiche qui va s'appeler Picardie Nouvelle. Puis l'électricité va être rétablie. Et donc Picardie Nouvelle va pouvoir avoir la forme d'un journal, hein, et donc imprimé dans les locaux du Progrès de la Somme. Ensuite, on va donner l'autorisation à un autre journal qui s'appelle L'Écho de la Somme, qui va paraître dans les locaux du journal de la Somme, qui sont pratiquement les locaux de Hiver Italier. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait de la philatélie ici? Hiver Italier, il y avait les catalogues Hiver Italier, et c'est pratiquement dans les locaux, sur les machines d'Hiver Italier, que cet Écho de la Somme va paraître. Il va y avoir une réunion du comité départemental de presse. Et ce comité départemental de presse va décider que, eh bien, en Picardie, notamment dans la Somme, on n'a pas les moyens d'avoir deux journaux. Donc, il faut en supprimer un. Le Picardie Nouvelle, ayant, si j'ose dire, l'ancienneté de quelques semaines, ayant un tirage plus important que l'Écho de la Somme, ce sera donc Picardie Nouvelle qui se continuera. Sauf que les gens de l'Écho de la Somme, contre mauvaise fortune, acceptent, mais demandent que le nouveau journal s'appelle Picardie Nouvelle, Écho de la Somme. Les gens de Picardie Nouvelle, qui sont pour la plupart socialistes, il y a quelques MRP, ne veulent pas qu'on puisse accoler le titre Écho de la Somme. Donc on va se mettre d'accord, notamment par l'intermédiaire d'un fameux capitaine Desruelles qui est chargé de mission du ministère de l'Information pour le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi pour la Somme, l'Aisne et les Ardennes. On va se mettre d'accord sur un nouveau titre qui va s'appeler Le Courrier Picard. Et donc c'est comme ça qu'apparaît Le Courrier Picard en octobre 1944. Ce qui est intéressant pour Le Courrier Picard, c'est qu'il va avoir une structure juridique assez peu répandue. Elle existe dans le Nord, hein, on pourrait y revenir, mais elle existe dans le Nord. Le Courrier Picard va adopter donc la forme juridique d'une SCOP, donc d'une société coopérative, hein, où chaque employé qui le veut est actionnaire du journal, c'est-à-dire que, eh bien, à l'Assemblée générale, il représente une voix lorsque on décide de changements importants. Eh bien, les journaux
Donc c'est ça l'intéressant. Une structure capitaliste très, très progressiste. J'ai pas bien compris. Une structure très progressiste. C'est une structure effectivement progressiste. C'est-à-dire que les scopes, elles existaient déjà avant, mais elles étaient effectivement dans les journaux. Moi, j'en connais pas d'exemple à l'époque. Il y en aura ici dans le Nord. Vous allez avoir au départ Nord Matin, lui va adopter la structure SAPO, c'est-à-dire à participation ouvrière. Ce qui ne veut pas dire que chaque actionnaire représente une voix, mais que les ouvriers, c'est-à-dire aussi bien les ouvriers du livre, les journalistes, que les administratifs, sont représentés au capital du journal. Et vous allez avoir un journal dans le Pas-de-Calais qui va s'appeler Libre Artois, qui va être aussi un journal dont la structure est une coopérative ouvrière. Sauf que très rapidement, Libre Artois connaît des difficultés et on revient à une structure société anonyme, donc le capital appartient simplement à quelques-uns. Effectivement, pour le courrier du Picard, ça va être quelque chose d'assez innovant. C'est innovant dans la presse parce qu'il n'y en aura pas beaucoup pendant très longtemps. Il y en aura quelques-unes par la suite dans les années 50, mais longtemps, le courrier Picard sera le seul à être une coopérative ouvrière. Et puis, il restera le seul, pratiquement, jusqu'à son rachat par Rossel Lavoie dans les années, à la fin des années 90. Et là, effectivement, parce que à la fin des années 90, la coopérative ne veut plus remettre au pot pour pouvoir se moderniser. C'est-à-dire que c'est beau d'être actionnaire, mais à chaque fois qu'on a besoin, effectivement, s'il n'y a plus d'argent en caisse, si on a besoin de moderniser la structure, il va falloir remettre au pot chacun. Là, je crois qu'on leur demandait à l'époque quelque chose comme 25 000 euros et les actionnaires ont refusé, l'ensemble des actionnaires ont refusé de vouloir remettre 25 000 euros. Et donc, le courrier Picard n'a plus qu'une solution, c'est de se vendre. Il s'est vendu à Rossel Lavoie parce que Rossel Lavoie possédait déjà par l'intermédiaire d'une autre structure juridique avec le Crédit Agricole 25% de ce crédit, de ce courrier Picard. Mais à partir du moment où Rossel Lavoie a dit oui, je suis intéressé, il a dit d'accord, mais on change de structure juridique. Plus question, effectivement, qu'on continue sous le système de la SCOP. Il faudra revenir sur un système, je dirais, habituel, société anonyme, quoi. Justement, on commence à peut-être aborder le problème de la suite. À la Libération, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une vingtaine de journaux. Oui, une quinzaine de journaux. Une quinzaine de journaux, il en reste aujourd'hui 5. Il en reste 5. Il y a eu au total, sur la période, il y a eu 25 quotidiens qui sont parus. Il en reste aujourd'hui 5. Je dirais que ça a suivi pratiquement l'évolution de la presse. Ça a été peut-être un peu plus tardif dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on s'aperçoit qu'il y a des périodes qui sont terribles pour la presse. Je dirais, il y a l'après-libération, où il y a un certain nombre de journaux qui n'ont pas les moyens économiques de pouvoir continuer. Ça va être par exemple le cas de Nord-Soir, qui est imprimé, je vous l'ai dit, sur les presses de Nord-Matin. Nord-Soir va devenir pendant un certain moment l'édition du soir de Nord-Matin, parce que les papiers se sont communs entre Nord-Matin et Nord-Éclair. Et puis au bout d'un certain moment, Pierre Bourrier, qui est le directeur administratif de Nord-Matin, dit on ne peut plus continuer comme ça, Nord-Soir nous coûte trop cher, donc on arrête Nord-Soir. Donc vous avez un certain nombre de journaux qui vont disparaître. Vous avez par exemple les journaux du Front National, que ce soit dans le Pas-de-Calais, que ce soit dans le Nord, ces journaux donc, du Front National vont disparaître dans les années après la Libération. Vous avez aussi, je dirais, un moment important, ce sont les années 60 pour la presse. 1960, 1er janvier 60, disparition
du Nouveau Nord maritime. Le Nouveau Nord maritime est racheté par la Voie du Nord et devient la Voie maritime, qui après deviendra carrément l'édition dunkerquoise de la Voie du Nord. Vous avez donc le Nouveau Nord maritime qui disparaît. Vous allez avoir en 65 le journal du Pas-de-Calais et de la Somme qui disparaît totalement. On va relancer, on va tenter, un journaliste va tenter de relancer un journal qui va s'appeler Le Télégramme, mais ce Télégramme va durer 3 semaines, un quotidien aussi va durer 3 semaines, et il va disparaître aussitôt. 66, vous avez le journal de Guy Mollet, donc Libre Artois, qui disparaît. 68, vous avez La Croix du Nord, qui passe de la périodicité quotidienne à la périodicité hebdomadaire. Ce qu'on remarque, c'est que effectivement, ce sont surtout les journaux des villes moyennes qui sont les plus touchés, hein, de Boulogne, Dunkerque, Arras. Hein. Ce sont aussi des journaux qui affichent encore une sensibilité politique ou philosophique, je dirais, au vu et au su de tout le monde, qui sont aussi les plus touchés. Vous avez effectivement La Croix, hein, qui, en pleine crise de l'Église, eh bien, qui passe de la périodicité quotidienne à la périodicité hebdomadaire. Vous avez en 67 Nord Matin, qui est vendu, et j'insiste sur le mot vendu, qui est vendu par les socialistes à Robert Hersan. À l'époque, on dit qu'on ne connaît pas Robert Hersan. Hein. J'intitule cet épisode « Robert Hersan, c'est inconnu hein, », parce que tout le monde semble découvrir Robert Hersan. Vous avez aussi eh bien, des journaux. Je prends Liberté. Bon, Liberté connaît des difficultés depuis plus longtemps que ça, mais un journal qui est bien marqué politiquement, qui connaît aussi des difficultés, et notamment, on est en pleine 60, on est en pleine période gaulliste, et 58 a été terrible pour les députés communistes, et terrible donc pour les journaux communistes. Et puis vous allez avoir une autre période, je dirais, c'est la période des années 90 aussi, qui va être très difficile pour les journaux. 90 parce que eh bien, c'est là où on va créer des groupes de presse. À partir des années 84, hein, on peut créer des groupes de presse ouvertement. Donc les journaux les plus florissants vont pouvoir créer des groupes de presse. Ils vont profiter à la fois de l'opportunité technologique avec le développement de l'informatique, de la télévision, du câble, tout ce qu'on veut, hein, et une opportunité donc législative, puisqu'on permet maintenant 84-86, on permet de la création des groupes de presse. 86, on permet à un même journal de posséder jusqu'à 30% hein, de la presse régionale, par exemple. Hein. Donc vous allez avoir, eh bien, en 92, vous avez la disparition de Liberté qui va passer quelque temps plus tard à la périodicité hebdomadaire. Vous avez en 93 l'arrêt total de Nord Matin, hein, qui n'était plus à cette époque qu'une peau de chagrin, hein, c'était plus rien du tout Nord Matin. Hein. Vraiment c'était, comme aurait dit Chaise-Martin beaucoup plus tard à propos de Nord-Éclair, c'était un cadavre. Hein. Et pourtant c'est ces années 60, 70, c'est sans doute la période où la Voie du Nord exprime sa pleine puissance sur le paysage. Et pourtant dans les coulisses, il y a un combat qui aura duré 30 ans pour la direction du journal. Est-ce qu'on peut dire que la Voie du Nord a bénéficié peut-être du pouvoir gaulliste de son orientation? Je serais plus modéré. C'est une question. Oui. Effectivement, à la Libération, la voie du Nord va embrayer effectivement derrière le mouvement gaulliste. Mais déjà en 48, si vous voulez, où il y a un mouvement de grève important à la Voie du Nord. C'est le mouvement de grève le plus important. Pendant 3 semaines, le journal ne va pas paraître. Pourquoi ?
parce que en mars 1938, le conseil de gérance de la Voix du Nord a décidé de se séparer du directeur de la publication qui s'appelle Léon Chadet. Léon Chadet, qui est quelqu'un qui était arrivé dans la région pendant l'occupation à la demande de Jean Dubar, qui espérait pouvoir faire paraître son journal à la Libération et qui aurait nommé donc Léon Chadet comme directeur de la rédaction. Léon Chadet est un journaliste reconnu. Il a travaillé à l'agence Havas. Il a notamment, c'est lui qui, le premier, a annoncé que les Allemands avaient franchi la zone de démarcation, la ligne de démarcation pour passer en zone libre. Il a quitté l'agence Havas et donc il se retrouve ici dans la région. En 1944, donc, il est ici à Lille. Jullock, qui est celui qui doit faire paraître La Voix du Nord, c'est pas faire de journaux. La plupart des gens qui doivent faire paraître de nouveaux quotidiens ne savent pas faire paraître de journaux. Jullock rencontre, après, c'est dit, rencontre à la préfecture Jean Dubar, le 3 septembre, et Jean Dubar lui présente Chadet, et c'est comme ça que Chadet est embauché pour lancer La Voix du Nord. Sauf que Chadet est quelqu'un qui a une forte personnalité et que Chadet ne veut pas s'en laisser compter par le conseil de gérance de La Voix du Nord et qu'il entend effectivement être maître, tout au moins, du contenu rédactionnel de La Voix du Nord. Et il y a un problème avec Chadet, c'est qu'il est aussi contesté par les résistants qui n'ont pas pu obtenir d'action Voix du Nord à partir de février 1945. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il est le seul qui n'est pas résistant Voix du Nord dans le conseil de gérance et dans le conseil de surveillance. Donc, en 1948, le conseil de gérance de La Voix du Nord décide de mettre fin aux fonctions de Chadet. On lui reproche aussi autre chose, c'est que Chadet avait déjà l'idée que La Voix du Nord, elle devait s'étendre un peu partout, et que, eh bien, en 1946, Chadet décide de venir au secours de Combat, le fameux journal de Camus. Hein, le Combat va très très mal, et La Voix du Nord est prêt à recapitaliser Combat sans intervenir dans le contenu du journal. Et Chadet serait représentant de La Voix du Nord au sein du conseil d'administration de Combat. Sauf que eh bien, les gens de Combat ont très peur d'être phagocytés par La Voix du Nord et peut-être effectivement d'épouser une position gaulliste que eux n'ont pas. Donc, eh bien, La Voix du Nord a déjà versé de l'argent, mais ça échoue. Donc, on reproche à Chadet déjà eh bien, d'avoir fait dépenser de l'argent à La Voix du Nord pour une opération qui n'a pas pu se réaliser. Donc, il y a un contentieux entre le conseil de gérance et puis Chadet. En 1948, on décide, d'autant que la rédaction, depuis quelque temps, revendique aussi de pouvoir participer, d'être représentée à ce conseil de gérance. Elle veut que, eh bien, il y ait à la fois une représentation, si j'ose dire, du pouvoir moral de La Voix du Nord, c'est-à-dire des résistants, mais aussi du pouvoir du travail au sein du conseil de gérance. Ce que le conseil de gérance ne veut pas, que Chadet aurait peut-être accepté. Donc La Voix du Nord, elle se met en grève pendant 3 semaines. Les journalistes n'obtiennent pour rien du tout. Enfin, je raconte tout à fait l'épisode. J'ai retrouvé là-dessus un journal qui a été fait par les journalistes en grève. Vous avez la photo et j'explique longuement cette grève. Les journalistes n'obtiendront rien du tout. Chadet, on lui dira merci. Le rédacteur en chef de l'époque, qui s'appelait Louis Paubel, eh bien, on lui dira merci parce que Louis Paubel s'est aussi solidarisé avec sa rédaction. Et c'est à partir de là que vous aurez un nouveau rédacteur en chef qui va s'appeler Gérard d'Orgeville, ancien de l'Écho du Nord, qui va d'ailleurs se retrouver là. Il ne sera là que jusqu'en 1953, puisqu'en 1953, vous aurez l'arrivée de Robert Descoux, qui a été donc rédacteur en chef de La Voix du Nord pendant presque 30 ans. Donc, est-ce que La Voix du Nord
est-ce qu'on lui reproche ses positions un peu gaullistes? Dans les années 50, pour répondre un peu à ta question, dans les années 50, justement, pour revenir en 48, les gaullistes ne seraient pas mécontents que, effectivement, la Voie du Nord disparaisse, parce qu'ils considèrent qu'elle n'aurait pas toujours favorable, d'autant que Jules Houcq a perdu la présidence du Conseil de Gérance, que cette présidence a été dévolue à René de Cock, que les renseignements généraux, alors je me refie simplement là aux renseignements généraux, et je le dis toujours avec prudence, mais que les renseignements généraux qualifient de socialisants. Hein. Donc la Voie du Nord serait devenue un peu socialisante, sauf que les renseignements généraux vont se rattraper en disant la Voie du Nord est un journal de droite modéré, hein, et que de Cock lui va clamer partout que la Voie du Nord, elle ne doit de compte à personne, à aucun parti, à aucun homme, et que simplement elle n'a de compte qu'à l'information et qu'elle est un journal d'information. Il le répétera notamment en 1954 lors des 10 ans de l'apparition au grand jour du journal. Pour vous dire quand même que les gaullistes se méfient beaucoup de la Voie du Nord, au début des années 50, il va y avoir une tentative de lancer un journal, justement, gaulliste par le RPF, le Rassemblement du peuple français. Et que ce journal se serait appelé le Courrier du Soir, il aurait eu son siège rue de Paris, et on aurait retrouvé, il y a toujours selon les renseignements généraux, j'ai essayé de contacter la famille Dubar, mais jamais elle n'a voulu me répondre. Enfin, il n'y a pas qu'eux qui ne m'ont pas répondu. J'ai essayé de contacter la famille Dubar, mais je n'ai pas pu avoir de réponse. Il y aurait aussi, parmi les gens qui auraient mis au capital, il y aurait eu Jean Dubar. Toujours est-il, et ce journal aurait été dirigé, enfin la rédaction aurait été dirigée par un ancien journaliste de l'Enchaîné, passé au Grand Écho, passé à la Voie du Nord et qui aurait fait un peu de résistance, qui s'appelle Raoul Céraison. Il aurait dirigé ce journal, sauf que, eh bien, on n'a pas les moyens apparemment de lancer ce quotidien, et on s'aperçoit que bien, les places sont déjà prises. Surtout, ce journal aurait souhaité se faire imprimer sur les presses du Grand Écho, hein, de la Société des publications régionales, plus exactement. Mais à l'époque, Liberté et la Voie du Nord, qui pourtant se regardent en chien de faïence dans les mêmes locaux, et de temps en temps, quand ils peuvent échanger des orions, n'existent pas, là, vont faire cause commune pour empêcher ce fameux journal de pouvoir se faire imprimer sur les presses du Grand Écho. Et donc, les gaullistes ne vont pouvoir avoir qu'un journal qui sera hebdomadaire. On sait qu'un hebdomadaire qui va s'appeler Nord-Presse, qui sera effectivement dirigé par Raoul Céraison, sauf que eh bien, Nord-Presse ne connaîtra pas de beaux jours, puisqu'il aura 5 ou 6 numéros, et au bout de 5 ou 6 numéros, on arrêtera. Donc il y a quand même, je dirais, une méfiance des gaullistes vis-à-vis de la Voie du Nord. Même si Jules Houcq, même si Jules Houcq n'est plus président du Conseil de gérance de la Voie du Nord, même si Jules Houcq est conseiller de la République, c'est-à-dire l'équivalent de sénateur, et conseiller général gaulliste. Hein. Il se présente sur la liste des gaullistes à un certain moment. Et je pense qu'un certain nombre de gens de la Voie du Nord lui reprochent, c'est pour ça qu'il fera diverses tentatives pour essayer de reprendre la présidence de la Voie du Nord, mais qu'il n'y arrivera pas. On lui reproche, à mon avis, deux choses. On lui reproche effectivement une appartenance politique, hein, puisque la Voie du Nord ne veut pas officiellement avoir d'étiquette politique, donc on lui reproche une appartenance politique. Et ensuite, peut-être que Jules Houcq aurait traité plus facilement avec les résistants qui n'ont pas pu avoir d'action au sein de la Voie du Nord. Hein. Par la suite, il est évident que lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, la Voie du Nord accompagne la politique gaulliste. Je cite un exemple, à tel point même que l'un de ses grands reporters, qui s'appelle Georges Rass, eh bien, va épouser
les thèses de l'OAS. Il va rejoindre l'OAS où il sera responsable du service de presse de l'OAS. C'est assez intéressant. J'ai fait un papier pour une revue universitaire justement sur l'image que donnent les différents quotidiens de la région de différents conflits, et notamment du conflit algérien. C'est quand même très intéressant de voir l'image que donne La Voix du Nord d'Alger-la-Blanche. On vous montre une ville ensoleillée, grouillante et tout, et l'image que va donner Liberté, où là on va vous montrer effectivement la misère des autochtones, si j'ose dire, et puis aussi les problèmes que rencontrent les soldats français. La Voix du Nord parle de ces soldats français, mais on en parle simplement, si vous voulez, ce que font tous les journaux, ce que fait aussi Liberté. On passe surtout des photos, des appelés pour montrer que ces soldats sont toujours bien en vie et existent toujours. Et puis un petit peu à la fois, il va se passer ce qu'on a connu, je dirais, avec l'Amérique pour la guerre d'Irak. Les Américains étaient pour la guerre en Irak. À partir du moment où le peuple américain voit revenir les cercueils de ses enfants, il commence à réfléchir. En France, ça va être un peu la même chose. La population, si vous voulez, elle n'accepte pas de gaieté de cœur que Guy Mollet prolonge, fasse appel aux appelés et prolonge le service militaire. Mais bon, effectivement, l'Algérie, c'est 3 départements français à l'époque. Ce ne sont pas des colonies, là, c'est pas une colonie, l'Algérie, c'est 3 départements français à l'époque. Il faut avoir ça bien en tête. Donc, on l'accepte tant bien que mal, effectivement. Il s'agit simplement d'aller remettre de l'ordre là-bas. On ne part pas en guerre, on va remettre de l'ordre. Puis peu à peu, on voit revenir les cercueils. On voit aussi, effectivement, dans les journaux, la photo d'un soldat qui a été tué. Et là, on prend conscience, effectivement, il faut y mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre d'Algérie. Donc, disons que la période, effectivement, gaulliste, la Voix du Nord accompagne, effectivement, la politique de la Ve République, début de la Ve République, ça c'est sûr. Pour avancer, peut-être franchir un petit peu les années, le phénomène de concentration de la presse, vous le situez à quel moment? Et vous l'expliquez de quelle manière? C'est Robert Hersant, c'est... À partir de quel moment ça bascule dans votre sens? Alors, si on prend sur le plan national, dans les années 60, incontestablement, il y a déjà un certain nombre de gens qui contreviennent à la loi. L'ordonnance, notamment, du 26 septembre 1944, avait prévu la transparence de la presse, c'est-à-dire qu'il devait y avoir un directeur, qu'on ne pouvait pas posséder plusieurs journaux, plusieurs quotidiens de politique, qu'on devait publier chaque année son bilan, qu'on devait publier le nom des dirigeants, et c'est très très peu respecté. Je dirais que parmi les quotidiens, il y en a un qui le fera, ce sera Le Monde pendant très longtemps, mais il y en a très peu qui le font. Il y en a un qui le fera dans les années 80, c'est le Courrier Picard. C'est Bernard Roux, lorsqu'il sera nommé directeur du Courrier Picard. Je pense qu'il le fait parce que, d'abord, il a un certain nombre, c'est un homme quand même assez rigide, il a un certain nombre de principes, et puis il est assez content de montrer que depuis qu'il est arrivé au Courrier Picard, on a redressé la barre et que le Courrier Picard fait maintenant des bénéfices. Donc, depuis plusieurs années, dans les années 60, vous avez un certain nombre de gens qui contreviennent aux ordonnances de 1944. Alors, effectivement, on a pris Robert Hersant, qui est l'exemple même de celui qui va cumuler les titres à partir des années 60. Robert Hersant va d'abord va créer, va racheter des hebdomadaires, va créer l'autojournal. Alors là, alors il n'est pas le seul dans la création, mais ils sont plusieurs. Mais ils ont une superbe idée, c'est de se dire que l'automobile en France va se développer. Il est au début des années 50, l'automobile en France va se développer. Donc, il va falloir parler de l'automobile et il va falloir faire des tests de comparaison entre les diverses voitures pour que les gens puissent agir. Et c'est vrai que l'autojournal, quand ça va être lancé, ça va pendant plusieurs années être un journal à succès. Il va s'intéresser au quotidien, je dirais,
pour sa carrière politique. Robert Hersan, malgré son passé, est quelqu'un de très très ambitieux. Il a l'ambition d'être au moins député. Donc il va arriver dans l'Oise, et il va racheter un petit hebdomadaire. Hein, il est maire d'une petite commune de l'Oise. Il va racheter un hebdomadaire avec l'ambition d'être conseiller général, puis ensuite député de la circonscription. De cet hebdomadaire, il va faire un tri-hebdomadaire, un quadri-hebdomadaire, en expliquant, il réunit un jour au théâtre de Beauvais les diffuseurs et leur explique que les hebdomadaires, c'est terminé, c'est ringard, les jeunes ne s'intéresseront plus aux hebdomadaires, l'avenir, c'est au quotidien. Donc on va faire d'abord un essai quadri-hebdomadaire, et ensuite on passera au quotidien. Pour voir si la formule marche, on va faire un référendum auprès des lecteurs. Mais en même temps que ce référendum, on va organiser un concours. Un concours qui est très alléchant pour l'époque. Vous avez une maison, vous avez des voitures. Robert Hersan ne va jamais lésiner sur les lots. Ensuite, il sera copié par d'autres, mais il ne va jamais lésiner sur les lots. Vous devez répondre au référendum en même temps que le concours. Je veux dire, si vous voulez espérer gagner au concours, il faut avoir répondu au référendum, oui ou non, mais il faut avoir répondu à la question, est-ce que vous voulez que l'Oise libérée, je crois, non, l'Oise Matin devienne un quotidien. Il y a plus de 36 000 et quelques réponses, donc pour le passage au quotidien. Robert Hersan considère qu'effectivement on passe au quotidien. Donc on passe au quotidien. Et ce journal est extraordinaire, parce qu'il va faire quotidiennement, je veux dire, la campagne de Robert Hersan. On a souvent ironisé sur ces maires qu'on voit dans toutes les locales. Eh bien, je dirais que vous voyez Robert Hersan, où on parle de Robert Hersan à toutes les pages. Vous avez Robert Hersan qui offre un goûter aux enfants de telle commune parce qu'ils sont venus voir les locaux de l'Oise Matin. Vous avez Robert Hersan qui remet le ballon de la semaine parce que c'est le club de football le plus méritant de la semaine. Vous avez ensuite toutes les interventions de Robert Hersan au Conseil général. Et Robert Hersan qui fait valoir ses idées pour améliorer effectivement l'aide à la personne au sein du département. Robert Hersan, en 1956, va se présenter comme député apparenté et radical. Il va être élu grâce à son journal qui va faire effectivement sa campagne. Une campagne à l'américaine. On fait venir Martine Carole. Martine Carole, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose à certains d'entre vous, c'est la vedette de l'époque. C'est une jolie femme, c'est une blonde un peu acidulée, vraiment une jolie femme. Et donc, eh bien, on passe pratiquement de ville en ville avec Martine Carole, et puis bien, on photographie le maire Robert Hersan et Martine Carole. On fait venir Luis Mariano, c'est aussi le chanteur en vogue de l'époque. Et donc, Robert Hersan est partout, et Robert Hersan, effectivement, qui avant de se faire élire, avait fait toute une série de papiers sur la misère au sein du département de l'Oise. Une famille qui est obligée d'ouvrir un parapluie parce qu'il pleut dans la chambre. Un bébé qui n'a qu'un panier au linge pour berceau. Cette misère, elle existe certainement. Je veux dire, on va bien l'utiliser. Et le slogan de Robert Hersan, c'est « Est-ce que vous voulez que ça change ?» Si vous voulez que ça change, votez Robert Hersan. Et Robert Hersan, donc le 2 février 1956, va être élu député de l'Oise. Sauf que, bon, je ne veux pas m'éterniser trop sur le cas Hersan, mais sauf qu'il a un ennemi héréditaire, c'est le député de Compiègne, qui, lui, eh bien, va dénoncer à la Chambre l'attitude de M. Robert Hersan. M. Robert Hersan, pendant la guerre, a fait paraître un journal. M. Robert Hersan, pendant la guerre, a été directeur d'un centre de jeunesse, centre de la jeunesse Philippe Pétain. Et donc, on va dénoncer ça. Et il va obtenir l'invalidation de Robert Hersan en avril 1956. Robert Hersan ne se démonte pas, il se représente aussitôt. Et alors là, il faut voir
le combat entre journaux, entre donc l'Oise Matin de Robert Hersant et je crois que c'est le Progrès de l'Oise, le journal du député de Compiègne, dont le nom ne me revient pas pour l'instant, ça finit devant le tribunal, tellement on s'injurie. Mais Robert Hersant sera réélu. Et donc, je veux dire, à partir de là, il est député, son journal va faire une nouvelle fois sa propagande. Mais en face, vous avez la même chose avec Dassault. Hein. Dassault va racheter l'Oise Libérée, il va en faire un quotidien. Ce qui est assez amusant, c'est que Dassault a été battu dans les Alpes-Maritimes le 2 février 1956. Donc il cherche une circonscription pour retomber, si j'ose dire. Et on l'appelle, les gens de l'Oise l'appellent pour venir dans l'Oise. Il rachète un journal, l'Oise Libérée, qui est un journal qui a été lancé à la Libération, qui est aux mains d'un sénateur qui s'appelle Robert Séné. Robert Séné, donc, va plus tard revendre ce journal à Dassault, qui va en faire un quotidien. Et alors, ce journal, eh bien, va d'abord commencer par nous relater tous les déplacements de M. Dassault à travers l'Oise. M. Dassault est allé rendre visite à l'hôtel de ville de Beauvais qui a été rénové. M. Dassault est allé inaugurer l'usine des eaux dans tel canton. Et tous les jours, on vous parle de M. Dassault, et puis on vous apprend bien, que pour répondre à la pression de ses amis, M. Dassault va se présenter aux élections cantonales. Et que M. Dassault a justement racheté l'Oise Libérée à Robert Séné, qui vient de démissionner pour justement qu'on puisse organiser des élections sénatoriales partielles. Et donc M. Dassault fait la même chose que Robert Hersant. Donc pour revenir à la question initiale, je suis parti très loin. Donc à partir des années 60, vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont racheter des journaux. Vous avez notamment Robert Hersant qui, en 63-64, va abandonner l'Oise Matin. Il va le laisser entre les mains de son ennemi de l'époque, qui est Émilien Amaury. Émilien Amaury, le Parisien libéré. Qui s'appelle à l'époque encore le Parisien libéré. Le Parisien libéré est en train de mener une offensive en province avec un certain nombre d'éditions locales. Donc le Parisien libéré qui avait lancé une édition locale dans l'Oise et taillé des croupières à Robert Hersant, va racheter ce quotidien, l'Oise Matin. Robert Hersant va dire qu'il est bien content de partir parce que ces messieurs du livre lui avaient mené la vie dure et donc il quitte sans regret. Et on va retrouver comme ça une centaine de personnes qui vont se retrouver sur le carreau sans indemnité, rien du tout. Mais Robert Hersant va continuer à acheter un certain nombre de quotidiens qui connaissent des difficultés, notamment dans le 113. Et il va créer ce fameux journal qu'on va appeler 113. Il va acheter des journaux en Bretagne, plutôt dans le Mar-Atlantique, dans la région de Nantes, Presse Océan, l'Éclair de Nantes, etc., qui va aussi regrouper sous un seul journal. Donc, vous voyez, quand il arrive à Nord-Matin, il possède déjà un certain nombre de journaux. Donc, on ne peut pas dire, quand notamment le secrétaire du syndicat du livre de Nord-Matin écrit « Robert Hersant, c'est inconnu », on ne peut pas dire qu'il est complètement inconnu. Robert Hersant a déjà eu affaire à la justice, il a été invalidé député à un certain moment, aussi. Il a racheté un certain nombre de journaux. Lorsqu'il arrive à Nord-Matin, il n'est pas inconnu. Vous avez ailleurs, effectivement, le Progrès qui a continué à acheter un certain nombre de journaux. Vous avez le Dauphiné libéré qui rachète aussi sur son territoire un certain nombre de quotidiens. Vous allez avoir le Progrès et le Dauphiné libéré qui vont créer une agence commune, c'est-à-dire, si j'ose dire, une rédaction commune, pour dispatcher les articles dans les différentes éditions des deux quotidiens. Donc le mouvement de concentration, il a déjà commencé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à cette époque, vous allez avoir notamment la création
de sociétés de journalistes. Pourquoi? Parce que les journalistes ont très peur de la concentration. Hein. À chaque fois qu'il y a concentration, ça veut dire effectivement réduction des effectifs. Réduction chez les journalistes, mais aussi réduction chez les gens de livres, puisque on ne garde pas dans un même secteur, on ne va pas garder la même imprimerie. Donc, vous avez effectivement à la fin des années 70, à la Voix du Nord, la création d'une société des journalistes, et dans la foulée, à Nord-Éclair aussi, la création d'une société des journalistes. Pourquoi? Parce que les journalistes Voix du Nord, Nord-Éclair, je n'ai pas retrouvé les motivations, mais à la Voix du Nord, la motivation, c'est on veut participer aux décisions que prend le conseil de gérance, encore une fois. Sauf que De Cock, gentiment, avec sa manière très paternaliste, il va rembarrer un peu les journalistes en leur disant non, parce qu'il ne veut surtout pas que les journalistes, pour lui, c'est ce que les patrons de presse pensent à l'époque, c'est que les journalistes vont prendre le pouvoir au sein des journaux. Donc il faut éviter les sociétés de journalistes. Donc première étape, ça va se continuer pratiquement. Les syndicats de journalistes vont lancer des actions contre Robert Hersant, mais elles n'aboutiront jamais. La loi de 1964, la loi dite Mauroy d'octobre 64, c'est une loi qu'on a appelée anti-Hersant, pour justement lutter contre la concentration des titres. Sauf que cette loi, elle n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que M. Hersant, il possède ça, donc il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais les lois permettent la création de groupes de presse. 15%, un groupe peut posséder jusqu'à 15% des titres du même secteur, jusqu'à 15% des titres du même secteur. C'est-à-dire un journal national peut posséder jusqu'à 15% de la diffusion des journaux nationaux. Un journal régional peut posséder jusqu'à 15% de la diffusion des journaux régionaux. En 86, changement de majorité, Chirac devient Premier ministre. Donc cette loi contre laquelle la droite avait beaucoup bataillé, elle est nulle et non avenue, et on crée une nouvelle loi de 86, et là on crée de nouveaux groupes de presse, on permet la création de nouveaux groupes de presse, mais on peut aller jusqu'à 30% de la presse, totale de la presse, qu'elle soit nationale ou régionale. Et là, vous allez avoir un certain nombre de groupes de presse qui vont se créer. Et à partir de là, effectivement, c'est là que la Voix du Nord va commencer à racheter un certain nombre de titres. Racheter notamment Nord Littoral, ce qui va être le premier quotidien qui va être racheté par la Voix du Nord, mais racheter aussi des hebdomadaires. Est-ce qu'on peut dire qu'on glisse progressivement de concentration pour des enjeux de pouvoir à une concentration pour des enjeux capitalistiques, financiers? Et est-ce que le paysage dans la région bascule définitivement avec le rachat de la Voix du Nord par le groupe Concède? Et il a déjà basculé un peu avant. Hein. Je dirais, et ça je le dis et je lui reconnais, il y a un homme qui, dans cette région, va être l'artisan de la diversification de la Voix du Nord. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est certainement les méthodes, mais cet homme, c'est Jean-Louis Prévost, incontestablement, qui a, au sein du syndicat de la presse quotidienne régionale, où il a été élu président, tout le monde lui reconnaît effectivement d'être un homme qui a beaucoup d'idées, mais pas un homme de consensus, comme écrira Le Monde. Je reprends la formule du Monde lorsqu'il a été élu, c'est pas un homme de consensus, c'est-à-dire qu'il faut faire, et puis lorsqu'il a décidé quelque chose, et puis c'est tout. Donc c'est lui qui, au sein de la Voix du Nord, va amorcer donc la diversification, que ce soit en presse écrite, mais que ce soit aussi dans d'autres secteurs. Les radios, Mitterrand va mettre fin au monopole de radio-télédiffusion. La Voix du Nord va tout de suite rentrer dans la brèche en créant une radio. On va lancer la télématique. La Voix du Nord va être une des premières à avoir un service télématique.
elle va racheter des quotidiens, La Voix du Nord rachète donc le dit Nord-Éclair, elle va prendre des participations dans le Courrier Picard, elle va racheter La Liberté de l'Est, elle va racheter un certain nombre d'hebdomadaires. Le premier hebdomadaire qu'elle va acheter, c'est l'Indicateur des Flandres, Hasbrouck. Là, je dirais, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui viennent proposer. Ils veulent pas, les successeurs veulent pas prendre la responsabilité de la gouvernance de l'hebdo et proposent à La Voix du Nord de racheter donc l'Indicateur des Flandres. La Voix du Nord va dire oui, à partir de là, eh bien, dès qu'il y aura une opportunité, effectivement, et Prévost va sauter dessus. Parce qu'il y a là un changement, c'est assez amusant, parce que dans les années 85-86, il y a un changement d'opinion sur les hebdomadaires. On pense, les hebdomadaires sont des hebdomadaires, sont lus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont lus par une population qui est relativement jeune, qui n'a pas le temps de lire un quotidien, mais qui veut un certain nombre de renseignements pratiques sur sa commune. C'est-à-dire on veut savoir le menu de la semaine pour les enfants, on veut savoir ce qui s'est passé dans la semaine dans la commune et ce qui va se passer pour le week-end. Et donc pour les quotidiens, à ce moment-là, on change d'optique, l'hebdo, c'est peut-être l'avenir, mais on va aussi s'investir dans d'autres domaines de la communication. Et c'est vrai que lorsque Rossel va arriver, on va restructurer le groupe, et là on va avoir, si vous voulez, je pense que les gens qui sont au sein du groupe Voix du Nord vont avoir l'impression vraiment d'être dépossédés, parce que le pouvoir, il n'est plus au sein même de la place du général de Gaulle. Il est à Bruxelles, je veux dire. Même si La Voix du Nord a un président directeur général, même si le groupe Rossel La Voix a un président directeur général qui, normalement, le siège est à La Voix du Nord, tout dépend du groupe Rossel qui est à Bruxelles. Le paysage d'aujourd'hui, c'est Voix Hauts-de-France, les 5 journaux dont vous parlez restent tous pratiquement aujourd'hui au sein de vos procès. Quel est le paysage aujourd'hui et comment vous l'analysez? Oui, les 5 journaux qui restent sont au sein du groupe Rossel, hein, parce que ces journaux étaient déjà plus ou moins au sein de La Voix du Nord. Vous avez La Voix du Nord qui avait racheté donc le Nord littoral. Lorsque Sotpresse rachète le groupe Voix du Nord, VNI, groupe Voix du Nord, il fait passer Nord-Éclair sous la coupe de Voix du Nord. Lorsque Rossel rachète à Dassault le groupe Voix du Nord, eh bien Rossel va racheter l'Union de Reims, l'Union de Reims qui a sous sa coupe l'Aile Nouvelle, donc l'Aile Nouvelle va passer sous la coupe du groupe Rossel Voix du Nord. Et lorsque le Courrier Picard veut changer de statut et s'offre à celui qui vous demande, La Voix du Nord possède déjà 25%, donc le groupe Rossel Voix du Nord est le mieux placé, et Rossel va donc va intégrer complètement donc, le Courrier Picard au sein du groupe. Alors ce qu'on peut remarquer, je veux dire, ça va continuer, hein, puisque la dernière acquisition quand même du groupe Rossel La Voix, c'est Paris-Normandie, hein, ces dernières années. Et je pense qu'à certains moments, j'en suis certain, Rossel La Voix était intéressé par le Parisien. Hein, donc le Parisien lui a échappé, mais il était intéressé. Et on peut penser que peut-être plus sur l'Est, La Voix du Nord, Rossel La Voix serait encore intéressé par d'autres journaux. On s'aperçoit actuellement que la grande tendance, c'est effectivement un paysage qui va se dessiner avec 4 ou 5 grands groupes de presse. Hein. Et pour l'instant, c'est ça. Ça ne sera pas plus que ça. On peut se poser la question, est-ce que finalement cette concentration a été une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'elle était nécessaire par rapport à l'avenir de la presse, l'avenir du papier? Comment l'historien vous analysez ça?
Alors, bonne ou mauvaise chose, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est parce que la Voix du Nord a été rachetée par le groupe Rossel qu'elle est actuellement à moins de 200 000 exemplaires? 200 000 exemplaires. La Voix du Nord, dans les années 80, était à 400 000 exemplaires, avec des pointes le dimanche, où pourtant la publicité envahissait les pages, jusqu'à 500 000 exemplaires au tirage. Hein. La Voix du Nord, actuellement, abonnement numérique compris, c'est à peine 200 000 exemplaires. Abonnement numérique compris et diffusion de Nord-Éclair comprise. Hein. Donc, je ne pense pas que ce soit le groupe Rossel qui soit responsable de ça. Est-ce que la Voix du Nord aurait pu rester indépendante? C'est aussi difficile à dire, puisqu'on voit quand même qu'il y a une tendance à le regroupement, hein, des journaux. Disons que cette perte d'indépendance, elle a été facilitée dans les années 90 par des querelles internes au sein de la Voix du Nord, alors que je pense qu'on avait expliqué au personnel Voix du Nord qu'il était pratiquement impossible qu'un groupe étranger puisse prendre le pouvoir à la Voix du Nord. Bon, c'est arrivé à la suite de dissensions entre des gens qui possédaient le capital de la Voix du Nord, puisque à un certain moment, le capital de la Voix du Nord n'appartient plus qu'à un certain nombre de personnes. Hein, c'est au total 300 et quelques personnes, et pour l'essentiel, Prévost le reconnaîtra dans une interview au Monde, pour 80% du capital, entre les mains d'une dizaine de cadres, hein, de la Voix du Nord. À partir du moment où il y a une offre alléchante, ça a été ce que j'appelle la ruée vers l'or. Je suis désolé, mais on ne peut pas dire ça autrement. Ruée vers l'or, je dirais aussi bien du personnel que ensuite de ces cadres dirigeants. Quand on vous offre 40 000 francs à l'époque pour une action, vous en possédez 3, vous réfléchissez un petit peu, je veux dire. Hein, est-ce que je me vends mes actions? Est-ce que je préfère que la Voix du Nord reste indépendante? Après tout, un patron, c'est un patron. Rossel n'avait pas trop mauvaise réputation. Hein. Les gens du soir, qui était le journal principal possédé par que Rossel possède toujours, qui est l'équivalent pratiquement du Monde à Bruxelles, n'étaient pas mécontents de leur sort au sein du groupe Rossel. Ce qui a changé, c'est surtout effectivement les méthodes maintenant qu'on applique au sein des différentes entreprises. Je veux dire, on a une logique capitalistique. Il faut essayer de rapporter le plus d'argent. Le dernier exemple le dernier exemple pour moi, c'est quand même le nouveau plan qu'on a lancé, La Voix, je crois Demain la Voix, quelque chose comme ça, dans les années 2018, où on a licencié préventivement, nous a-t-on dit, 132 personnes, hein, pour pouvoir permettre au journal de passer différents cas. Et, c'est peut-être pas une information exclusive, je suis persuadé que dans les mois qui viennent, on va apprendre qu'il y a encore des licenciements au sein du groupe Rossel Voix du Nord.